Livre audio. L'île du jour d'avant d'Umberto Eco. Chapitre 4. La fortification démontrée. Pourquoi Roberto évoque-t-il Casal pour décrire ses premiers jours sur le navire? Certes, il y a le goût de la similitude. Assiégé une fois et assiégé une autre fois, mais d'un homme de son siècle nous attendrions quelque chose de mieux. Le cas échéant, ce qui devait le fasciner dans la similarité, c'était les différences, fécondes d'antithèses élaborées. À Casal, il était entré par choix, afin que les autres n'en tracent pas. Sur la Daphné, où il avait été jeté, il n'aspirait qu'à sortir. Mais je dirais plutôt, tandis qu'il vivait une histoire de pénombre, il se remémorait une histoire d'action convulsive vécue en plein soleil, de manière que les rutilantes journées du siège que la mémoire lui restituait le compensassent de son pâle vagabondage. Et sans doute, il y avait davantage encore, dans la première partie de sa vie, Roberto n'avait eu que 2 périodes où il avait appris des choses sur le monde et sur les modes de l'habiter. J'entends les quelques mois du siège et les dernières années à Paris. Maintenant, il vivait sa 3e époque de formation, peut-être la dernière, au terme de laquelle la maturité coïnciderait avec la dissolution. Il cherchait d'en conjecturer le message secret en voyant le passé comme figure du présent. Casal avait été au début une histoire de sortie. Roberto le raconte à sa dame, transfigurant, comme pour dire que, incapable qui avait été d'expugner la forteresse de sa neige immaculée, touché, mais non défaite par la flamme de ces 2 soleils, à la flamme d'un autre soleil, il avait été bien capable de se mesurer à qui mettait le siège devant la citadelle Montferrine. Le matin suivant leur arrivée, Toiras avait envoyé des officiers isolés, la carabine à l'épaule, pour observer ce que les Napolitains installaient sur le colline conquise le jour d'avant. Les officiers s'étaient trop approchés. Il s'en était suivi un échange de tirs, et un jeune lieutenant du régiment de Pompadour avait été tué. Ses compagnons l'avaient ramené derrière les murailles. Et Roberto avait vu le premier mort aussi de sa vie. Toiras avait décidé de faire occuper les petites maisons auxquelles il avait fait allusion la veille. Du haut des bastions, on pouvait voir bien suivre l'avancée des 10 mousquetaires qui, à un certain point, s'étaient séparés pour tenter une opération en tenaille sur la première cassine. Des murailles partit un coup de canon, le boulet siffla au-dessus de leur tête et souffla le toit de la masure. Tel un nuage d'insectes, des Espagnols sortirent pour prendre l'escampette. Les mousquetaires les laissèrent s'enfuir, s'emparèrent de la maison, s'y barricadèrent et commencèrent un feu de harcèlement sur la colline. Il était opportun que l'opération fût répétée sur d'autres cassines. Même des bastions, on pouvait voir à présent que les Napolitains avaient commencé à creuser des tranchées, les bordant de fascines et de gabions. Mais celles-ci ne circoncivaient pas la colline, elles se développaient vers la plaine. Roberto apprit qu'ainsi on entreprenait la construction de galeries de mines. Une fois arrivé aux murailles, on lui bourrerait, dans leur dernier tronçon, de barils de poudre. Il fallait toujours empêcher que les travaux d'excavation n'atteignissent un niveau suffisant pour continuer sous terre. Sinon, à partir de là, les ennemis auraient travaillé à l'abri. C'était la règle du jeu, prévenir de l'extérieur et à découvert la construction des galeries, et creuser des galeries de contre-mines jusqu'à l'arrivée de l'armée de secours. Et jusqu'à l'épuisement des vivres et des munitions dans un siège, il n'y a rien d'autre à faire, déranger les autres et attendre. Le lendemain matin, comme promis, ce fut le tour du fortin. Roberto, empoignant son mousquet, se retrouva au milieu d'un ramas indiscipliné de gens qui, à Sucaro ou à Odalengo, n'avaient pas envie de travailler, et de Corses taciturnes entassés sur des barques pour traverser le Pô, après que 2 compagnies françaises avaient déjà atterri sur l'autre rive. Toiras, avec sa suite observée depuis la rive droite, et le vieux Pozou fit un geste de salut à son fils, d'abord en adressant un allez-va-va de la main, puis en touchant sa pommette de son index,
et en la tirant pour dire ouvre l'œil. Les trois compagnies établirent leur camp dans le fortin. La construction n'avait pas été complétée et une partie du travail déjà fait était désormais tombée en morceaux. La troupe passa la journée à barricader les espaces vides dans les murailles. Mais le fortin se trouvait bien protégé par un fossé au-delà duquel on envoyait quelques sentinelles. La nuit venue, le ciel était si clair que les sentinelles s'ennoulaient et même les officiers jugeaient improbable une attaque. En revanche, on entendit soudain sonner la charge et on vit apparaître les chevaux légers espagnols. Roberto, placé par le capitaine Bassiani derrière des bottes de paille qui colmataient une partie éboulée de l'enceinte, n'eut pas le temps de comprendre ce qui arrivait. Chaque chevau léger portait en croupe un mousquetaire, et lorsqu'ils parvinrent près du fossé, les montures commencèrent à le longer en cercle tandis que les mousquetaires tiraient pour éliminer les rares sentinelles. Puis, chaque mousquetaire s'était jeté bas, roulant dans le fossé, au moment où les chevaux légers se disposaient en hémicycle face à l'entrée, contraignant d'un feu serré les défenseurs à se mettre à l'abri. Les mousquetaires gagnaient indemnes la porte et les brèches les moins défendues. La compagnie italienne, qui était de garde, avait déchargé ses armes et puis s'était dispersée en proie à la panique, raison pourquoi on la vilipendrait longtemps. Mais les compagnies françaises non plus ne surent pas faire mieux. Entre le début de l'attaque et l'escalade des murailles, il n'était passé que quelques minutes, et les hommes furent surpris par les attaquants, désormais dans l'enceinte, alors qu'ils ne s'étaient pas encore armés. Les ennemis, exploitant la surprise, massacreraient la garnison. Et il était en si grand nombre que, à l'instant où certains s'employaient à abattre les défenseurs encore debout, d'autres déjà se jetaient sur les morts pour les dépouiller. Après avoir tiré sur les mousquetaires et alors qu'ils rechargeaient péniblement, l'épaule étourdie par le recul, Roberto avait été surpris par la charge des chauves légers et les sabots d'un cheval qui lui passait par-dessus la tête à travers la brèche, l'avaient enseveli sous l'écroulement de la barricade. Ce fut une chance. Protégé par la chute des bottes de paille, il avait échappé au premier et mortel choc. Et maintenant, lorgnant sous sa meule, il voyait avec horreur les ennemis finir les blessés. Couper un doigt pour remporter une bague, une main pour un bracelet. Le capitaine Bassiani, voulant remédier à la honte de ces hommes en fuite, se battait encore courageusement, mais il fut enveloppé et contraint de se rendre. Du fleuve, on s'était aperçu que la situation était critique, et le colonel de la Grange, qui venait de quitter le fortin après une inspection pour rentrer à Casal, tentait de se lancer au secours des défenseurs, retenu par ses officiers qui conseillaient au contraire de demander des renforts dans la ville. De la rive droite partirent d'autres barques, tandis que, éveillé en sursaut, Toiras arrivait au galop. On comprit bien vite que les Français étaient en déroute et que la seule chose à faire, c'était d'aider, avec des tirs d'accompagnement, les rescapés à regagner le fleuve. Dans cette confusion, on vit le vieux Pouzou qui, piaffant, faisait la navette entre l'état-major et l'atterrage des barques en cherchant Roberto parmi les survivants. Lorsqu'il fut quasi certain qu'il n'y avait plus de barques qui arriveraient, on l'entendit émettre un « Ô esté Dieu !» Puis, un homme qui connaissait les caprices du fleuve et faisant passer pour triple saut qui avait jusqu'à présent péniblement souqué, il avait choisi un point devant l'un des îlots et poussé sa monture dans l'eau. Piquant des deux, traversant un bas-fond, il fut sur l'autre rive sans même que le cheval dût nager. Et il s'élança comme un fou, estramassant au vent en direction du fortin. Un groupe de mousquetaires ennemis vint au-devant de lui, tandis que déjà le ciel pâlissait, et sans comprendre qui était ce solitaire, le solitaire les traversa et en élimina au moins 5. Le fendant infaillible tomba sur 2 chevaux légers. Ficabre et son cheval se pencha de côté esquivant un coup et d'un coup se dressa faisant accomplir sa lame à un cercle dans l'air. Le premier adversaire s'abandonna sur sa selle, les boyaux coulant le long de ses bottes, tandis que sa monture s'enfouillait. Le second resta les yeux exorbités,
cherchant de ses doigts une oreille qui, attachée à sa joue, pendait sous son menton. Pozzo arriva sous le fortin et les envahisseurs occupés à dépouiller les derniers fuyards frappés dans le dos ne comprirent même pas d'où il venait. Il entra dans l'enceinte en élant son fils d'une voix puissante, renversa 4 autres personnes tandis qu'il accomplissait une sorte de carrousel, tenant de l'épée vers chaque point cardinal. Roberto, qui s'extirpait de la paille, le vit de loin, et avant son père, il reconnut Panufli, le cheval de son géniteur, avec lequel il jouait depuis des années. Il se planta 2 doigts dans la bouche et émit un sifflement que l'animal connaissait bien. Et de fait déjà, il était effaré, les oreilles dressées, puis il entraîna le père près de la brèche. Pozzo vit Roberto et s'écria: Mais c'est un endroit où se fourrer! Monte, insensé! Et alors que Roberto sautait en croupe, s'agrippait à sa taille, il dit: Misère, toi, on ne te trouve jamais où tu dois être. Puis, exhortant Panufli, il se précipita au galop vers le fleuve. À ce moment-là, quelques pillards s'aperçurent que cet homme à cette place n'était pas à sa place, et ils le montrèrent du doigt en criant. Un officier, la cuirasse cabossée suivi de 3 soldats, essayait de lui couper la route. Pozzo le vit, s'apprêta à dévier et tira sur les rênes en s'exclamant: Quand on dit le destin. Roberto regarda devant et il se rendit compte qu'il s'agissait de l'Espagnol qui les avait laissés passer 2 jours d'avant. Lui aussi avait reconnu sa proie et les yeux brillants, il avançait l'épée au clair. Le vieux Pozzo passa prestement son épée dans sa main gauche, tira son pistolet de son ceinturon, leva le chien et tendit le bras, le tout à si vive allure que l'Espagnol surpris, entraîné par son élan, était désormais à bout portant. Mais Pozzo ne tira pas de suite. Il prit le temps de dire: Pardon pour le pistolet, mais si vous portez la cuirasse, il me reviendra bien le droit. Il pressa la détente et l'abattit, une balle dans la bouche. Les soldats, voyant tomber leur chef, prirent l'escampette. Et Pozzo rengaina son pistolet en disant: Mieux vaut partir avant qu'il ne perde patience. Allez, Panufli! Dans une grande poudrière, ils traversèrent l'esplanade et au milieu de violentes ghiselées, le fleuve, tandis que de loin on déchargeait encore les armes dans leur dos, et atteignirent dans les applaudissements la rive droite. Toeras dit: Fort bien, mon cher ami. Puis à Roberto: La grive aujourd'hui, ils se sont tous enfuis. Fort vous qui êtes restés. Bon sang ne saurait mentir. Vous perdez votre temps en cette compagnie de couards. Vous passerez à ma suite. Roberto remercia et glissant de la selle, tendit la main à son père pour le remercier lui aussi. Pozzo la lui serra distraitement tout en disant: Je regrette pour ce sieur espagnol qui était une si brave personne. Bah, la guerre est une vraie sale chiennerie. Cependant, souviens-toi toujours, mon fils, être bon, oui, mais si quelqu'un marche sur toi pour t'ossir, c'est lui qui a tort. Ou non? Ils rentrèrent dans la ville et Roberto entendit que son père marmottait à part soi: Ce n'est pourtant pas moi qui l'ai cherché.